Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualités économiques, sociales et culturelles. Et justement, comme à notre habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. Et on démarre à l'international et depuis le 1er janvier 2022, les Suisses âgés de 16 ans ou plus pourront, s'ils le désirent, changer de sexe en se rendant auprès de leur bureau d'établissement civil. Une procédure simplifiée permet effectivement désormais pour les personnes transgenres, intersexes ou de sexe indéterminé à la naissance de changer rapidement de genre mais aussi de prénom. La Suisse n'est pas le seul pays du continent européen à offrir cette possibilité à ses citoyens puisque l'Irlande, la Belgique, le Portugal et la Norvège permettent également de changer de sexe administrativement sans nécessairement subir une opération de transformation ou d'hormonothérapie. En France, depuis le 1er janvier 2018, il n'est plus nécessaire d'avoir subi une opération chirurgicale de changement de sexe pour modifier celui-ci sur son acte d'état civil. Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui qu'elle présente effectivement et dont elle est connue de son entourage peut en effet obtenir la modification. Depuis le décret du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de sexe à l'état civil, la procédure est totalement gratuite et peut se faire sans l'assistance d'un avocat. On marque une pause et on se retrouve. À tout de suite. Retour en France, où est paru au journal officiel du samedi 1er janvier 2022 la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle récompense au total 547 personnes, illustres ou inconnues du grand public, réparties en différents grades, chevaliers, officiers, commandeurs. La Légion d'honneur distingue en 2022 plus de 500 personnalités, dont certaines impliquées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, telles que le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, ainsi que d'autres personnalités dont l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Parmi les décorés figure le professeur Delfraissy, comme je vous l'ai dit. L'ensemble des membres du conseil scientifique sont également distingués dans cette promotion de commandeur, à l'exception de 2 personnalités déjà promues. Toujours dans le domaine sanitaire et social, un peu plus de 15% de la promotion, dont Agnès Buzyn est promue chevalier. L'ex-ministre de la Santé, qui avait démissionné en février 2020, était mise en examen en septembre 2021 par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Cette nouvelle promotion, la dernière du quinquennat d'Emmanuel Macron, fait la part belle au secteur public, 30% des décorés, distinguant notamment Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, en tant que grand officier. Dans le domaine économique, près de 30% également des décorés, se trouve le chef cuisinier Thierry Marx, ainsi que l'ex-ministre de la Culture de François Hollande, Fleur Pellerin, présidente du fonds d'investissement Corelia Capital, ou bien encore Xavier Niel. La compositrice et chef d'orchestre Betsy Jolas, promu commandeur, et Pape Ndiaye, qui a pris en 2021 la tête du Musée national français de l'histoire de l'immigration, qui est situé à Porte Dorée à Paris, fait chevalier également, viennent compléter la liste avec la promotion du 14 juillet. La promotion du 1er janvier représente l'une des 2 promotions civiles annuelles de la Légion d'honneur. Je vous rappelle qu'elle a été fondée par Napoléon Bonaparte en 1802 et qu'elle compte aujourd'hui près de 92 000 membres civils et militaires, récompensés pour leurs mérites éminents au service de la nation. On marque encore une pause et on se retrouve tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs. C'est un marché de niche dominé par le groupe Belmont, filiale de LVMH depuis 2019, que cherche à bouleverser le groupe Accor. Accor a en effet annoncé la mise en route d'une série de trains Transorient Express venant ainsi directement chasser sur les terres du groupe LVMH. En tout et pour tout, 6 trains, soit 70 voitures, ont été acquis par le groupe qui vise à proposer à sa clientèle une douzaine d'itinéraires pour des séjours de courte durée. Les premiers trains seront selon Accor opérationnels
En 2023, Accor tente de faire son entrée donc dans le monde ultra privé de l'ultra-luxe en commençant sur l'un des segments les plus compliqués et les plus fermés du marché. Le groupe Accor est en effet connu pour ses acquisitions dans l'hôtellerie économique et milieu de gamme, fer de lance de son portefeuille avec ses marques les plus populaires comme Ibis, Novotel, Mercure ou encore les hôtels Formule 1. Son positionnement dans le secteur du très haut de gamme, plus récent, lui, a cependant permis de glaner quelques pépites européennes comme le Royal Monceau acquis en 2008, mais le gros de ces hôtels de luxe est implanté en Amérique et en Asie, dont les cotes sont bien éloignées des standards du vieux continent, là où LVMH est implanté de longue date dans le secteur de l'hôtellerie d'ultra luxe européenne, avec notamment la gamme Cheval Blanc. Difficile aussi pour Accor de rivaliser avec la force de frappe économique de LVMH qui a atteint près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en passant quasiment sans encombre la crise sanitaire, au contraire d'Accor, en repli et en délicatesse du fait de la crise du Covid-19, puisque le groupe a vu son résultat net s'effondrer à moins 2 milliards d'euros en 2020 pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Une différence de standard donc entre les deux groupes, tant sur le plan financier que sur l'expertise dans un marché exigeant. Petite pause dans ce JT de vue d'ailleurs et on passe juste après à l'actu politique et culturelle. À tout de suite dans TV Finance. Je vous remercie de rester fidèle au JT Vu d'ailleurs. Et avant de refermer cette émission, nous allons aborder le thème de la médiation en informatique et en mathématiques avec Madame Laurence Devillers, que nous retrouvons en duplex. Bonjour Madame Devillers. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Et depuis septembre 2020, et c'est la raison pour laquelle on vous retrouve aujourd'hui, vous êtes présidente de la Fondation Blaise Pascal. Aujourd'hui, vous venez donc nous parler de cette fondation. Quelles sont les missions de la Fondation Blaise Pascal, Madame Devillers ? Alors, bonne année à tous et merci de cette interview sur cette fondation nationale qui est reconnue d'utilité publique, qui est la Fondation Blaise Pascal, dont les fondateurs sont en fait le CNRS, l'INRIA et l'Université de Lyon. Donc, les missions de la fondation sont d'intervenir dès l'école et tout au long de la vie pour agir en fait en faveur de l'inclusion sociale sur tout le territoire, sur le problème aussi de manque de filles à l'école et comment, grâce aux sciences, on peut stimuler cela, comment on peut former, si vous voulez, à la démarche scientifique dès l'école. Et puis, on veut démultiplier cet impact des actions de médiation sur tout le territoire, avec aussi une sensibilisation à l'éthique et à l'intelligence artificielle. Donc, la Fondation, en fait, elle développe 2 appels à projets pour soutenir des associations et puis aussi pour faire des projets avec certains acteurs. Je vais en citer un, par exemple, Chiche. C'est un projet avec l'INRIA où on met en rapport, si vous voulez, un professeur, un chercheur qui va à l'école rencontrer des lycéens et qui explique son parcours, sa passion, et je pense que ça peut stimuler beaucoup de vocations. On a aussi l'idée de mesurer finalement ces actions, donc on travaille aussi sur ces mesures et la féminisation, donc comme je disais, en mathématiques et en informatique. Par exemple, on a ce projet avec une association qui s'appelle Filles, Maths et Informatique, une équation lumineuse. Ce sont des ateliers avec des rencontres et puis une pièce de théâtre qui cherche à aborder les stéréotypes de genre et qui marche très bien. On a déjà eu 1700 jeunes filles qui ont participé pendant l'année dernière. Il est prévu d'en avoir encore plus les années prochaines. 60 journées vont être organisées. On a aussi des coding goûtés, vous voyez, dans les banlieues des grandes villes avec des gens qui viennent de Lyon, en Auvergne, à Toulouse, des écoles d'été. Donc il y a plus de 2 millions d'élèves en fait, de la primaire à la terminale, qui ont déjà bénéficié des actions que nous soutenons avec plus de 270 associations sur le terrain et on veut amplifier cela. Ok, c'est très clair. Madame Devillers, est-ce que cette association, est-ce que cette fondation et ses missions se tirent du constat que la France, dans beaucoup d'études, est le dernier pays quasiment au monde en matière de compétences mathématiques à l'école ? Oui, c'est assez paradoxal, je dirais, parce que
on est considéré au monde comme étant excellent en mathématiques. Alors pourquoi ? Parce que nous sommes les premiers, par exemple à Saclay, dans le classement de Shanghai en mathématiques. On est 3e à la Sorbonne. Et paradoxalement, on est très mauvais élèves en mathématiques au collège, en CM2. Il y a donc un danger pour l'avenir réel, car le niveau baisse en maths et en sciences en France. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si je regarde la dernière réforme du bac à la carte, comme je l'appelle, eh ben, on peut voir qu'on peut sortir du bac sans option de mathématiques, et du coup, le niveau en sciences baisse réellement dans la société. Et c'est un sujet qui doit alerter le gouvernement, les prochains politiques qui seront en place. Il y a besoin de rénover. Ok, et donc dans ces cas-là, ce besoin de rénovation pourrait passer par quel chantier à mener justement, selon vous ? Alors, il faut comprendre que le numérique, c'est un outil qui va permettre aux élèves de mieux apprendre, sans doute, de développer, de renforcer les compétences, mais c'est pas seulement ça. Le numérique, c'est aussi une science, et on a besoin de mieux comprendre cette science, de mieux appréhender en fait l'évolution dans la société de l'intelligence artificielle, etc., pour avoir un meilleur esprit critique, une meilleure abstraction. Et pour moi, la science et la culture scientifique constituent vraiment une ouverture universelle au monde. Donc, il faut avoir des meilleurs profs, il faut changer la façon dont on éduque à l'école, et il faut absolument éclairer les enfants pour qu'ils soient capables de raisonner, de faire preuve d'esprit critique en fait en face de tout cela. Donc le niveau de mathématiques doit monter, et pour ça il faut former sans doute des professeurs déjà à l'école. Alors je vous coupe 30 secondes, donc du coup est-ce qu'on est en droit de supposer que les enseignants ne sont pas finalement suffisamment formés aux outils du numérique ? Oui, je pense que vous avez raison. Les enseignants ne sont pas formés suffisamment au concept du numérique. Ils sont formés en fait à l'utilisation de ces systèmes, pour certains, mais pas du tout sur les concepts en fait du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'information, qu'est-ce que la désinformation, qu'est-ce que c'est que les fake news, le harcèlement, la cybersécurité. Et comme je le disais, pour mieux gérer cette montée en puissance numérique et l'IA dans la société, il est nécessaire de mieux éduquer et de former les professeurs, et d'avoir dès l'école primaire, puis dans le secondaire, la sensibilisation à ces enjeux pour entraîner les élèves à mieux maîtriser les outils, mais surtout à préserver leur vie privée, alerter sur les formes de manipulation. Et les professeurs, il est urgent qu'on les forme. Alors c'est pour ça que nous, en médiation, on vient en plus de l'école, en participant avec des professeurs qui sont alertés à l'école et qui veulent aussi ouvrir, si vous voulez, et répondre aux besoins d'expertise et de développement de la pensée critique des élèves. D'accord, donc en fait, il semblerait que ce soit peut-être un problème sociétal finalement, que cette défaillance en mathématiques vienne soit plus profond qu'un simple besoin d'un outil numérique en fait. Peut-être que ce sont les mentalités très clairement qu'il faut bousculer, peut-être changer. Je pense que vous avez raison. Il est fondamental en fait de comprendre que nous avons besoin d'une société plus forte en sciences. Les mathématiques sont un outil d'abstraction. Le numérique, c'est une technologie, mais aussi une science que l'on voit arriver et déferler comme un tsunami dans tous les domaines de la société. Et si on veut demain pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer pour garder un pouvoir de décision sur ce qui nous arrive, il faut faire monter le niveau en mathématiques et en technologie. Si je regarde la technologie, on a dit on veut pousser les filles à l'école. Le résultat, il y en a moins de quelques pourcents, 2%, qui prennent cette option technologique en terminale ou en première. Donc ça veut dire que c'est un fiasco, et qu'il me semble que là, nous avons besoin de réellement rénover notre enseignement, et puis pousser ces acteurs, ces associations, tout ce terreau riche, parce qu'en fait, on est une fondation de médiation donc à but vraiment d'utilité sociale, où on a engagé beaucoup de professeurs des lycées, des collèges et des professeurs du supérieur, des chercheurs, pour aller plus loin. On a besoin de vous, on a besoin de partenaires industriels aussi, de profs engagés, pour amplifier ces actions sur tout le territoire, parce que la réforme de l'État, ça va pas se faire comme ça, mais si on peut en tout cas préserver pour nos enfants une meilleure culture scientifique, il faut venir nous aider, donc engagez-vous auprès de nous. Ok, une dernière question, Madame de Villers. On est en période électorale, les élections présidentielles, c'est dans moins de 4 mois. Du coup, vous auriez un message à faire passer aux candidats en rapport avec l'éducation et le rapport aux mathématiques et à la science de nos enfants ?
Oui, je pense que c'est fondamental que nos prochains acteurs politiques soient au fait de l'importance de tous ces sujets. Il faut aussi que dans le gouvernement, on ait plus d'acteurs scientifiques. Je pense qu'il y a une réelle question qui est la compréhension des enjeux économiques, mais pas seulement. On a tout mis sur l'économie en ce moment. Il faut absolument qu'on comprenne que l'éducation, le numérique, c'est quelque chose de sociétal. C'est pas seulement un fort tremplin pour une meilleure économie, mais c'est un fort tremplin pour une meilleure société. Et en cela, nous avons besoin d'éduquer nos enfants. Et tous les politiques doivent prendre ce sujet vraiment à bras-le-corps, et je pense qu'il faut des débats dans la société, et on espère en tout cas que ce seront des débats qui vont être menés pour les prochaines présidentielles de 2022. Très bien, je vous remercie beaucoup Madame de Villers d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle qu'entre autres, vous êtes donc présidente de la Fondation Blaise Pascal. Ainsi s'achève ce JT de Vue d'ailleurs. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain numéro. D'ici là, je vous invite à consulter le site internet Vue d'ailleurs, ainsi que notre site internet tvfmedia.fr. Je vous remercie chaleureusement à tous et à toutes pour votre attention. Bonne journée et à très bientôt sur les antennes de TV Finance. Bon week-end, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.